Bonjour à tous, bonjour à tous. Toutes les études le montrent, les Français veulent vieillir chez eux à domicile, qu'il s'agisse du domicile historique ou du domicile, nouveau domicile, dans une résidence ou autre. Mais en tout cas, ils veulent vieillir chez eux. Et pour environ 700 000 personnes connectées, je parle sous votre contrôle, j'ai vu ce chiffre. Non, c'est exact. C'est ça, de 700 000 personnes connectées. La téléassistance est vraiment un moyen de répondre à ce souhait. Alors, est-ce que c'est un outil complémentaire ou un pilier central, comme le titre la conférence à laquelle nous participons? On va voir. En tout cas, c'est vrai qu'un simple clic sauve des vies. Voilà, c'est pas une formule de pub, c'est le cas. Mais non seulement ça sauve, mais ça rassure également les personnes qui en sont équipées, et ça rassure aussi, bénéfice secondaire, les aidants qui en général sont quand même très rassurés de savoir que leur proche est équipé, peut ne pas se perdre. En tout cas, s'ils tombent, ils seront au courant. C'est vraiment quelque chose, on le sait pour ceux qui le vivent, est très rassurant. Alors, pour en parler, nous sommes avec Alain Monteux. Vous êtes président de Tunstall Vitaris. Oui. Bonjour. Et qui détient 30% du marché, c'est bien ça? Oui, on a 220 000 abonnés à la téléassistance en France, sur le 650 000, 700 000 abonnés selon les études. Très bien, donc jusque-là, mes chiffres sont bons, c'est bien. Damien Morand, vous êtes gérant d'Âge d'Or Service de Fréjus, vous êtes un des locals de l'étape. Voilà, tout à fait. C'est une agence donc de service à domicile, tout Service simplement. à la personne à domicile. Voilà, mais en fait, il n'y a que des locaux de l'étape ici. Corentin Humbert-Prégnac, vous êtes directeur de l'autonomie au CCAS de Cannes. C'est ça. Voilà. Et Sabrina Goetz, vous êtes mandataire judiciaire à la protection des majeurs. On expliquera un petit peu tout à l'heure ce que c'est rapidement. Alors, Alain Monteux, comment ce marché de la téléassistance évolue-t-il ? Alors déjà, je tiendrais à rappeler que la téléassistance, cette année, a 40 ans. Donc ça fait beaucoup, et en 40 ans, elle a beaucoup évolué. On parle beaucoup au départ du petit bouton d'appel qu'on porte en bracelet ou autour du bras pour appeler en cas d'urgence. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est pour appeler en cas de malaise ou pour échanger ou pour tout simplement avoir un moment de réconfort, voire de rire. Et depuis, on a développé tout un panel de services pour vous sécuriser votre logement, pour vous permettre de sortir, parce que plus vous sortez en sécurité, plus vous restez chez vous longtemps, et pour vous apporter des services de proximité, du réconfort. On fait beaucoup d'appels sortants, un tiers de nos appels sont des appels sortants, effectués par nos anges gardiens. Et encore une fois, tout un panel de services pour vous apporter, le long de votre parcours d'autonomie, le service dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que la téléassistance se développe de plus en plus dans une logique de portefeuille de services. C'est pour ça qu'on parle de pilier central de la maison, parce que nous sommes connectés 24 heures sur 24. Et c'est pour cela que nous avons besoin de partenaires pour être en capacité d'apporter les services dont nos bénéficiaires ont besoin. Pour autant, la France reste assez sous-équipée, me disiez-vous. Alors la France, par rapport aux autres pays européens, reste sous-équipée. Donc c'est un vrai enjeu que nous avons. Le taux de pénétration en France de la téléassistance est de 10% des personnes de plus de 75 ans, quand nous sommes sur les pays voisins entre 20 et 28%. Donc on a un vrai retard. Donc il faut qu'on travaille ensemble pour atteindre les 1 million de téléassisteurs, de bénéficiaires, pardon, je ne sais pas, en 2030, et peut-être 2 millions en 2040 pour rattraper notre retard. Le plan anti-chute 2022, ça vous aide? Ça fait passer un message dans l'opinion? Alors, je ne sais pas si le plan anti-chute fait passer un message dans l'opinion. En tout cas, au niveau des professionnels, ça a ancré la téléassistance comme un outil de prévention. Et on s'aperçoit aujourd'hui que plus de 60% des personnes qui s'abonnent à la téléassistance s'abonnent dans des logiques de prévention. Quand au départ de l'histoire de la téléassistance, on s'abonnait quand il y avait eu un problème, quand il y avait une chute, et donc quand c'était déjà trop tard. Donc oui, je pense que c'est un levier, mais à nous d'être plus performants dans les bénéfices et dans les solutions qu'on propose pour pouvoir avoir un meilleur taux de pénétration. Merci. À quel moment on s'équipe, Damien Morand ?
Alors ça dépend. En fait, il y a aussi bien des personnes qui vont nous appeler à nous, puisque en fait, moi j'installe les produits de Tunstall Vitaris. Donc il y a des personnes qui sont fait peur, tout simplement. Il y en a d'autres qui prévoient les choses. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a les familles aussi nous appellent, voilà, parce qu'ils n'habitent pas proches de leurs parents et donc du coup, ils souhaitent être alertés quand quelque chose se passe. Et c'est vrai que là, la téléassistance prend tout son rôle parce que de nuit comme de jour, la téléassistance est présente au domicile des personnes. Alors on pense souvent au collier autour du cou. Hein, ça c'est l'image un petit peu d'Épinal, c'est le classique. Est-ce que finalement il y a d'autres moyens? Vous m'avez parlé d'un monsieur qui fait du vélo, qui utilise la téléassistance. On n'y pense pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, tout à fait, parce qu'en fait la téléassistance aujourd'hui protège, assure du moins, n'assure plus que à l'intérieur du domicile. Elle va aussi repérer et alerter en dehors du domicile. Donc je prenais pour exemple un monsieur entre 85 et 90 ans, toujours autonome. Il fait du vélo tous les jours et ses enfants avaient peur parce qu'ils disaient il peut lui arriver n'importe quoi, il est tout seul et du coup même s'il a son téléphone portable dans la poche, il va peut-être pas avoir le temps d'appeler et du coup avec des produits, un petit boîtier qu'il a dans sa poche, s'il chute, il y a une alerte qui est lancée et en plus il est géolocalisable. Donc du coup la téléassistance c'est pas que la protection dans la maison, ça peut être quand on va au marché, dans la rue, c'est pareil, si jamais il y a quelqu'un qui a un malaise ou même qui a une difficulté avec une personne qui voudrait nuire aux bénéficiaires, la personne peut lancer une alerte et être repérée grâce au GPS. Le collier autour du cou, j'y reviens quand même. On sait, on a tous des proches qui sont très contents de vous montrer le collier qu'ils sont censés porter autour du cou, mais qui reste finalement en bas de l'escalier et qu'ils ne portent pas. Alors comment faire pour que ça ne suscite pas une forme de rejet? Alors, il faut leur expliquer déjà. Après, c'est vrai que il y a donc on peut l'avoir autour du cou au bracelet. Aujourd'hui, on a pratiquement tous la montre connectée. Et on a de la chance parce que Tunstall Vitaris, ils ont pratiquement la même en blanc qui protège, qui alerte en cas de chute. Donc voilà, moi je plaisante beaucoup là-dessus. Quand je vais installer cette montre à un abonné, je lui dis regardez, moi j'ai la même en couleur. Pourquoi vous la metteriez pas vous aussi? Voilà, il faut essayer d'enlever cette image du bouton rouge autour du cou. Quand je vais installer des produits chez des femmes, je leur dis prenez peut-être plus le collier que vous pouvez dissimuler sous votre chemisier ou sous votre pull l'hiver, chemisier ici dans le sud, c'est important, parce que ça va se voir au poignet. Voilà, il faut essayer d'enlever l'image justement du bouton rouge sur lequel il fallait appuyer très fort pour lancer une alerte. Là maintenant, c'est plus du tout ça. Il faut vraiment que ça soit un objet qui rentre dans le quotidien des personnes. On voit que ça a vraiment évolué. Sabrina Goetz, je vous voyais réagir quand Damien Morand parlait de ce monsieur qui fait du vélo, parce que vous m'avez raconté une histoire un petit peu similaire. Oui. Alors, juste pour se le rappeler, donc vous êtes mandataire judiciaire à la protection donc des majeurs. Vous intervenez donc sur décision de justice auprès des personnes que vous appelez, je ne sais pas si c'est le mot, les protéger. Je trouve que c'est assez joli. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit que la téléassistance était un outil, je vous cite, de plus en plus indispensable. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi? C'est un outil de plus en plus indispensable parce que nous avons nos majeurs protégés à domicile et de ce fait, nous essayons d'étayer la protection de façon différente. Donc il y a des aides à domicile, mais il y a aussi cette assistance qui est très importante, qui sécurise le majeur protégé et qui nous sécurise aussi parce que dès qu'il y a une alerte, nous le savons, nous avons des appels. Et je rebondis sur ce qu'a dit M. Morand tantôt. M. Morand, c'est avec son bénéficiaire qui fait du vélo. Et nous avons de plus en plus des protégés qui ont des troubles cognitifs très importants de type Alzheimer, que nous laissons à domicile avec un étayage très complet.
Et de plus, cette téléassistance nous permet d'avoir une sécurité complémentaire. Et il n'y a pas que le bouton rouge pour les personnes atteintes de troubles cognitifs sévères, c'est plutôt des capteurs que nous avons à domicile, ainsi que des montres de géolocalisation qui nous permettent de sécuriser la personne et qui lui permet aussi à la personne de rester à son domicile avec tout le confort que cela suppose. Et comment vous mesurez justement l'importance de tels dispositifs? Vous m'avez parlé d'une dame qui était équipée, justement, qui faisait son chemin pour aller vers l'église. Voilà, il y a une dame qui est à Cannes, justement, et c'est une dame qui a des troubles cognitifs extrêmement sévères. Nous avons une pression sociale de la mettre en maison de retraite, mais les infirmières m'indiquent que cette personne, elle est tout à fait en mesure de rester chez elle du fait de cet étayage que nous mettons en place, et cette montre de géolocalisation nous permet aussi de la suivre. Alors, lorsque les personnes sont en mesure de protection, en tutelle, je demande l'autorisation du magistrat pour pouvoir installer cette montre de géolocalisation. En curatelle, je demande l'accord du majeur protégé, parce que c'est quand même intrusif, donc il faut toujours avoir l'accord de la personne, évidemment, hein, dans la mesure du possible. Et ces mesures de protection et ces mesures d'assistance nous permettent vraiment de se maintenir à domicile et d'avoir cette confiance en ces dispositifs. Merci. Corentin Imbert-Prégnac, vous êtes donc à l'autonomie de la CCAS. Hein. La téléassistance, c'est un dispositif donc, qui fait partie des solutions qui sont proposées par la CCAS. C'est pour vous, m'avez-vous dit, alors là, ce n'est pas un outil complémentaire, c'est vraiment un pilier. Oui, effectivement, c'est un pilier central dans le maintien à domicile. Alors effectivement, ici à Cannes, le maintien à domicile, c'est une volonté politique forte de la part de la municipalité, qui passe notamment par son CCAS. Et au sein du CCAS, via plusieurs services du maintien à domicile, il y a notre service Cannes Autonomie, qui est l'ancien CLIC, donc qui rayonne sur toute la commune de Cannes et qui est le guichet unique de renseignement auprès des personnes âgées, auprès de leurs aidants aussi. Et déjà, c'est la porte d'entrée de la perte d'autonomie et c'est le premier endroit où effectivement on va proposer les solutions de téléassistance auprès du public en perte d'autonomie. Et en parallèle de cette proposition d'organismes de téléassistance, le CCAS de Cannes propose depuis une dizaine d'années maintenant des aides financières. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de CCAS en France qui proposent ces aides facultatives-là. C'est pour montrer à quel point la téléassistance est pour nous un outil important, central du maintien à domicile. On aide à hauteur à peu près de 350 € par an. Alors il y a les aides légales, notamment des départements, sur la téléassistance. Il y a des fois des trous au travers de la raquette ou des mises en place financières qui peuvent être un peu longues. Donc nous, on intervient tout de suite auprès des personnes qui ont des difficultés financières importantes et tout de suite on met en place une aide pour qu'elles puissent bénéficier très rapidement de la téléassistance. On se retrouve des fois dans des cas avec un aidant aidé par exemple et malheureusement l'aidant décède et l'aidé se retrouve à domicile seul et il faut agir tout de suite. Donc on peut apporter une aide en matière financière à ce niveau-là. Le maintien à domicile à Cannes, c'est aussi le service d'aide à domicile public du CCAS, le service portage de repas. Quotidiennement, on est au contact de ces personnes-là et on propose ces solutions de téléassistance, comme le font d'ailleurs les SAD privés ou les SAD associatifs. Voilà, on est vraiment le relais des opérateurs de téléassistance. Et puis, la ville de Cannes, c'est aussi 3 résidences autonomie. C'est à peu près 180 résidents. Et nous avons fait le choix, l'année dernière, d'installer dans l'intégralité de nos résidences autonomie de la téléassistance. On était auparavant sur des systèmes de type hospitalier, on va dire, avec des poires d'appel
ou des tirettes. En résidence autonomie, les personnes sortent, vivent dans leur logement, ne sont pas alitées toute la journée. C'était des systèmes qui n'étaient plus adaptés. Et nous avons fait le choix justement de passer sur la téléassistance en résidence autonomie, ce qui sécurise encore plus, par exemple la nuit, où nous avons des systèmes de gardiens, un gardien par résidence. La téléassistance amène une sécurité supplémentaire parce que la personne va tout de suite avoir, en déclenchant l'alerte, un opérateur qui va lui parler et qui va appeler ensuite nous, la résidence, pour prévenir le vigile qui va se rendre dans l'appartement. Si par exemple le vigile, pour X raison, avait un problème, malgré tout, la téléassistance va pouvoir déclencher un appel au secours, donner les codes d'accès à la résidence, les codes d'accès de boîte à clés et pouvoir faire intervenir le secours immédiatement. Donc voilà, la téléassistance à domicile, mais en résidence aussi, c'est vraiment pour nous un plus à Cannes. Vous êtes tous ou presque vraiment en contact direct avec les bénéficiaires. Hein. Qui ça rassure le plus finalement, la téléassistance, les personnes qui en sont équipées ou bien leurs proches? Je pense que ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde? Oui. Moi, je dirais que ça rassure plus leurs proches. Ouais. Voilà, c'est clairement, quand on va installer une téléassistance, on donne des contacts à appeler en cas d'urgence. Avant, donc le premier contact, c'est le plateau d'appel de la téléassistance, mais le premier interlocuteur, c'est soit un enfant, c'est rarement un voisin ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'ils veulent être informés si jamais il se passe quelque chose. Et après, même s'ils disent voilà, si jamais moi je peux pas venir, je vais appeler les secours ou quelqu'un ou un voisin. Ils veulent d'abord eux être informés. Et les abonnés de la téléassistance, bon, ils sont conscients que c'est pour leur bien, que c'est pour rester le plus longtemps possible à domicile, mais pour eux c'est important que leurs enfants soient aussi informés en temps réel. Alain Monteux. Donc je vais confirmer, en fait, on a confirmé par une étude, quand on demande à un abonné de téléassistance quels sont pour lui les bénéfices qu'il y voit, il va en citer 2. Je me sens plus en sécurité et ma famille est plus sereine. On n'a pas parlé d'argent. Est-ce qu'il existe des freins financiers? Auquel cas, est-ce que les aides fonctionnent? Est-ce que c'est réactif? Est-ce que ça coûte cher? Voilà. Qu'est-ce qui vient en tête quand on parle de téléassistance et de s'équiper? Alors, téléassistance, c'est pas très très cher. On peut donner une idée environ? Chez Tunstall Vitaris, ça commence à 24,90 € par mois. Voilà, première offre. C'est ça, je vous confirme. Oui, c'est 24,90 €, après crédit d'impôt, c'est 12,45 €, donc moins de 50 centimes par jour. Voilà. Et en plus, il peut y avoir une aide du département pour les personnes qui ont l'APA. Vous vouliez en parler? Ou du CCAS. Voilà. Mais du coup, l'APA peut financer jusqu'à une vingtaine d'euros. Donc, il reste que 4,90 € à payer. Il y a le crédit d'impôt. Donc, sur les 4,90 €, il y a 50% qui est déductible des impôts. Donc, en gros, il reste 2,50 € à payer par mois. Par mois, d'accord. C'est ce que vous m'avez dit également. Absolument. Ensuite, lorsqu'on part dans une gamme différente de capteurs de géolocalisation, c'est évidemment plus cher. Il n'y a pas forcément d'aide complémentaire, mais c'est indispensable pour le bien de nos bénéficiaires, de nos majeurs protégés. En fait, la téléassistance, quand on est équipé, on appelle en cas de malaise, on appelle en cas de chute, on appelle parce que aussi parfois on veut vérifier que ça marche, mais on appelle aussi, on le sait, parce que parfois on se sent seul. Alors, est-ce que la solitude, c'est une urgence? Est-ce que la solitude, c'est une urgence? Moi, j'ai la réponse. Bien évidemment. De toute façon, si vous pouvez prendre les chiffres cités par les petits frères des pauvres de plus de 500 000, je crois que c'est 530 000 personnes en situation de mort sociale. Et on l'a bien vu avec les périodes de Covid. Valait mieux avoir la téléassistance que pas l'avoir. Encore une fois, la téléassistance, on est en lien 24 heures sur 24. Aujourd'hui, nous recevons 2 millions d'appels entrants. Sur ces 2 millions d'appels entrants, 90% sont des appels de convivialité, de réconfort. Et nous faisons 1 million d'appels sortants où nous allons appeler de façon régulière. On va essayer de faire en sorte que ce soit d'ailleurs toujours la même personne qui appelle, des abonnés,
des abonnés identifiés en situation d'isolement, par exemple dans les fichiers des personnes isolées des villes. On va mettre en place un dispositif d'appel, on va avoir un dialogue qui peut être plus ou moins court ou plus ou moins long, ça dépend des besoins des personnes. Et je vais prendre cet exemple de cette personne qui m'avait touché parce qu'elle échangeait toutes les semaines avec un ange gardien chez nous de poésie. Elle échangeait sur les lectures qu'elle avait faites, puis lors d'un des appels, elle ne se souvenait pas de la poésie qu'elle voulait lire. Et elle avait rappelé l'ange gardien après pour lui dire « Voilà, c'est ça la poésie, je vais vous la lire, il faut absolument que je vous la lise, sinon j'aurais pas passé une bonne journée. » Donc voilà, donc on est vraiment de plus en plus dans ce dialogue, d'essayer d'apporter du réconfort. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, on va être un peu les seules personnes à qui elles vont avoir ce type de dialogue dans la journée. Donc des fois c'est des dialogues plus sympathiques, des fois c'est des dialogues plus difficiles, mais on essaye de plus en plus d'apporter ce lien. On le fait d'ailleurs notamment beaucoup avec les collectivités qui sont hyper sensibilisées sur le sujet. Oui, c'est quelque chose que vous avez remarqué, sur lequel vous travaillez également. Alors, c'est vrai que nous, les CCAS ou les communes gèrent ce qu'on appelle les fichiers prévention-isolement qui sont sortis de la canicule de 2003. Beaucoup de communes, comme nous ici à Cannes, on a fait le choix que ça ne soit pas simplement un fichier qu'on déclenche en cas de canicule, mais que ça soit un fichier où on recense les personnes vraiment isolées et qu'on ait un suivi de ces personnes et que effectivement, par exemple, nous on a un groupe de bénévoles au CCAS qui régulièrement chaque semaine appelle les personnes isolées de la ville de Cannes. Et c'est, je pense, effectivement là-dessus, mais il y a déjà du travail qui est fait, où effectivement on a un travail à faire avec les opérateurs de téléassistance pour nous aussi sur le terrain, dans les communes, pouvoir être le relais aussi, avoir les signalements. Alors après, il y a peut-être des notions juridiques derrière à étudier, mais voilà, qu'on puisse vraiment travailler ensemble sur l'isolement social des personnes. Voilà. Et en lien avec ça, c'est comment on peut aller plus loin pour, quand les personnes nous appellent, qu'elles ont besoin d'un service de proximité, qu'elles ont besoin d'un aménagement, qu'on soit en capacité de détecter une situation difficile, qu'on soit en capacité de détecter un besoin et qu'on ait des partenaires sur lesquels on puisse apporter des solutions. Donc on travaille par exemple avec des réseaux d'étudiants qui peuvent apporter une présence physique et sous prétexte d'un service apporter vraiment un dialogue intergénérationnel. On travaille sur aussi des solutions numériques sur lesquelles on peut apporter avec des partenaires du contenu qui participe aussi à rompre cet isolement. Donc c'est vraiment un travail. Et notre avantage, c'est qu'on est en lien 24 heures sur 24 avec la personne, mais on a besoin de partenaires pour apporter tous ces services et rompre l'isolement. Comme je vous entends, je me dis que finalement, derrière le petit bouton, derrière le fameux clic, il y a surtout beaucoup d'humains et que c'est indispensable. Alors exactement, on dit toujours qu'on met en place des solutions humaines et technologiques, mais avant tout humaines, parce que je prends un exemple, quand on installe une solution de téléassistance, donc il y a un installateur qui se déplace à domicile de façon quasi systématique, et pour installer le matériel. Mais la technicité de l'installation, c'est pas ça qui est important. Enfin, vous en parleriez mieux que moi. C'est le dialogue que vous allez avoir, de rassurer la personne, et quand vous quittez le domicile, qu'elle se sente en confiance avec le matériel, sinon elle ne l'utilisera pas. Oui, et d'ailleurs, quand on fait une installation, on fait donc des vérifications. Donc, on fait un premier appel avec le bracelet, un deuxième appel avec la centrale. Et au deuxième appel, déjà, la personne qui est sur le plateau qui va répondre, elle va dire « Allô, Madame Dupont ». Elle va nommer déjà la personne. Et rien que ça, ça permet d'enlever comment dire, le fait que ça soit une machine sur laquelle on appuie. Le côté technologique. Et on a un côté humain tout de suite. Et pour revenir sur la solitude, oui, moi je pense que la solitude c'est vraiment urgent. Les personnes chez qui on intervient pour nous aussi pour l'aide à domicile. L'aide à domicile, elle est là 1 heure, 2 heures par jour, des fois c'est 2 heures par semaine. Les enfants ne sont pas là tout le temps, les voisins ne peuvent pas toujours venir voir la personne âgée. Du coup, la solitude, oui, c'est vraiment urgent, c'est vraiment un fléau, je pense, surtout dans le sud où on a quand même beaucoup de personnes qui sont seules. Les enfants sont partis,
travailler à Paris, travailler à l'étranger. Et moi, je trouve, j'ai beaucoup de bénéficiaires qui sont seuls. Et du coup, la téléassistance, ça apporte 24 heures sur 24 une présence, même si c'est pas quelqu'un physiquement, il y a quand même une présence. Oui, Sabrina, c'est ce que vous vivez certainement aussi auprès donc de vos protégés. Je vois que finalement, autour de cette table ronde, il y a des mots très bienveillants et très positifs. Alors, j'entends parler d'ange gardien, j'entends parler de protégés. Je trouve qu'il y a un côté effectivement extrêmement humain. Tout à fait, on essaie de vaincre la solitude, comme le dit Monsieur Morand, par un étayage, par cette téléassistance et par ce côté humain, parce qu'au-delà du boîtier et de cette fonctionnalité, nous avons des gens extrêmement bienveillants. Et bien souvent, j'ai affaire à ces gens-là qui m'appellent aussi pour me signaler que Madame Dupont n'est pas dans les capteurs, on ne la voit plus, donc on me téléphone, on me rappelle. Parfois, ça dure 2 fois, 3 fois, 4 appels pour qu'on me rassure aussi en me disant on a revu Madame, elle était dans l'autre pièce. Donc ça, c'est très important. Et ce que j'apprécie aussi dans cette téléassistance, c'est qu'elle est vraiment, c'est du cousu humain par rapport à la dépendance de la personne. Les personnes comme mon papa par exemple, qui n'a pas de trouble cognitif, il pourra tout à fait appuyer sur le bouton et déclencher. Mais d'autres personnes qui ont des troubles cognitifs beaucoup plus sévères n'arriveront pas. Donc de ce fait, nous avons des dispositifs, Vitaris a des dispositifs qui permettent justement de sécuriser ces personnes qui ne pourront pas appuyer sur le bouton. Donc les capteurs, pour moi, c'est vraiment une aide essentielle pour les personnes vraiment très fragilisées et qui pourraient tomber et on ne pourrait pas le savoir. Donc il y a des détecteurs de chute et tout ça leur sauve la vie et permet aussi de vaincre l'isolement parce que ces anges gardiens, j'aime beaucoup le terme, sont extrêmement bienveillants et pour les avoir au quotidien, parce qu'à peu près tous les jours, j'ai des appels en me disant « Madame Mantel a déclenché ». Alors parfois, ils déclenchent sans le vouloir aussi. Parfois, c'est une mauvaise gestion, enfin un appui par inadvertance. Mais je suis toujours appelée et je trouve ça extrêmement sécurisant. Bien, écoutez, l'humain au cœur du dispositif, donc d'un dispositif pilier. Finalement, j'ai l'impression que j'ai posé la question au départ, outil complémentaire ou pilier, mais là, j'ai l'impression que pour un maintien à domicile, et c'est ce que les Français souhaitent, il faut vraiment y penser. Merci à vous.